mince, brune. 1m60, ouais, 65, 69, quoi. Un visage assez angélique, disons. C'était un canon, hein, par l'applaudissement, c'était un canon. Toutes mes copines ou mes copains me disaient « Ah, elle est belle ta mère ». Elle sait se faire aimer, c'est tout son charme, c'est Manuela. Manuela Cano, de la vie de tous, une femme magnétique. On la voit ici à son mariage avec Daniel Cano, son deuxième mari. Vous le mettez contre la pelouse, vous le tirez. Sur ces images, elle a 37 ans. Elle resplendit. Elle est amoureuse. C'était en 1997. Aujourd'hui, 11 ans plus tard, Manuela a été mise en examen. Elle est en prison, en détention provisoire pour homicide volontaire sur la personne de ce même mari, Daniel Cano, l'homme de sa vie. Au moment de notre tournage, l'instruction était en cours. Présumée coupable par la rumeur, Manuela déclenche les passions. Car l'enquête sur le meurtre de Daniel Cano a fait remonter à la surface son passé. Un passé tragique. Avant Daniel, il y a eu d'autres hommes dans la vie de Manuela Cano. D'autres hommes et d'autres morts. Au début, on voit un ange et puis au bout du compte, un vrai démon. C'était une infomane du sexe, hein. Elle aimait bien ça. Elle choisissait une proie et dès qu'elle avait sa proie, elle la lâchait plus. Manuela Cano provoque l'extrême et la passion, c'est l'extrême. La rumeur présente Manuela Cano comme une menthe religieuse, dépassée par ses propres pulsions. Pourtant, elle ne cesse de clamer son innocence. Sur cette photo de vacances prise en Espagne, l'image d'une famille recomposée, unie et heureuse. Manuela et Daniel Cano encadrent Virginie, la fille de Manuela, et Nicolas, le fils de Daniel. Ensemble, ils ont vécu 18 ans de bonheur. Mais le 31 octobre 2008, leur vie bascule. Ce jour-là, à Villarbonneau, dans ce champ, à quelques mètres de chez eux, le corps de Daniel est retrouvé calciné sur la banquette arrière de sa voiture. Dans le coffre, on retrouve le cadavre du chien de Virginie. Voilà, mon père était en pleine santé, il avait 58 ans, il était à 3 mois de la retraite, il avait plein d'ambitions pour le futur. Il voulait me faire un garage, il voulait partir en voyage, il avait plein de choses. Et ça nous arrive à nous, quoi. Le matin même, les gendarmes vont chercher Manuela Cano chez elle. Elle est immédiatement placée en garde à vue au commissariat de Villarbonneau. Et c'est pendant cette garde à vue qu'elle apprend la mort de son mari. Cette annonce met Manuela dans un tel état de détresse qu'elle doit être hospitalisée d'urgence au CHU de Grenoble. Il y avait 2 gendarmes qui attendaient pour aller l'interroger et les médecins leur ont dit non mais il est hors de question qu'elle sorte. Et ils ont un peu fait forcing parce que je pense qu'ils ne croyaient pas à tout ça et puis ils voulaient absolument l'interroger tout de suite. Et puis au final ils sont repartis parce qu'ils n'avaient pas le choix. De toute façon maman n'était pas en capacité de répondre à aucune question. Malgré cette réaction, celle d'une épouse dévastée qui s'effondre, les enquêteurs ont de forts soupçons à son encontre. Car selon les gendarmes, Daniel Cano a été assassiné. Pour preuve, l'autopsie révèle une forte dose de Temesta dans son corps. Et en aucun cas il ne peut s'agir d'un suicide, car la voiture où l'on a retrouvé le cadavre de Daniel Cano a été aspergée d'essence et incendiée. Mais sur les lieux, aucun jerrycan n'est retrouvé. Pour les enquêteurs, une personne est forcément venue puis repartie avec le bidon d'essence. Manuela est très vite considérée comme la principale suspecte. Il n'y a pourtant contre elle aucune preuve directe. Seules les rumeurs sur son passé semblent l'accuser. Un passé fait d'une incroyable accumulation de passions et de drames que les enquêteurs ont vite fait de retracer. En 25 ans, dans un rayon de 25 km, 5 compagnons de Manuela meurent ou sont hospitalisés.
En 1983, son premier mari, que nous appellerons Franck, sombre dans le coma. Pas de plainte, pas d'enquête. En 1984, elle drogue Michel Garcia pour le voler. En 1989, François Colazo meurt asphyxié dans sa voiture, suicide. En 1991, Thierry Le Chevalier est assassiné. Après enquête, non-lieu pour Manuela. En 2008, après 18 ans de bonheur, Daniel Cano, son deuxième mari, est lui aussi assassiné. 3 morts, 2 comas. Manuela est-elle une femme maudite au destin tragique ou une femme fatale? La presse locale se saisit de ce passé et présente Manuela comme une veuve noire. Face à sa belle-mère, Nicolas Cano est partie civile. Ça m'a sidéré d'apprendre tout ça, quoi. J'ai mis à côté la femme que je connaissais et je me suis dit, c'est un truc de fou. Ah ouais, pour moi, c'est ça, c'est un truc de fou. Moi, ce que je me dis, c'est que cette femme, elle avait 2 visages, en fait. Un visage souriante, belle, enfin, tout ce que vous voulez. Par contre, l'autre visage, c'était un diable, quoi. Alors, ange ou démon? Manipulatrice incapable de sentiments? Ou femme victime d'un sort qui s'acharne? Qu'en dit Manuela? Fait exceptionnel, nous avons eu accès à sa parole. Car depuis sa prison, elle nous a fait parvenir cette lettre qu'elle intitule « Destin tragique d'une femme meurtrie ». Elle nous y raconte tout son parcours, sa vie, ses amours. Elle commence par son enfance. Je suis née le 14 octobre 1960, d'une famille espagnole. Je suis la 5e des enfants. Quelle belle famille nous sommes. C'est vrai qu'on en a... Enfin, mes parents en ont bavé un peu parce qu'il n'y avait qu'un salaire qui rentrait pour 10. Mais on a manqué de rien. On n'avait pas des jouets comme les copines elles avaient, mais on s'en contentait. On a été élevés à la dure, mais on ne s'en plaint pas, on a été très bien élevés. Là, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il faut qu'on soit tous groupir, comme on dit. Non, on ne peut pas, on ne conçoit pas la vie séparément. C'est une sœur formidable. C'est une super maman. Elle a toujours été là pour moi, elle m'a plus que chouchoutée. C'est quelqu'un qui m'aime très fort et je l'aime très fort aussi. C'est une maman normale. Et elle a suivi Nicolas aussi scolairement. Elle a eu un rôle de maman pour lui aussi. C'est grâce à elle que j'ai aussi bien réussi à l'école. J'ai réussi à avoir un bac, un DUT, une licence. Donc c'est vrai qu'elle a été souvent derrière moi pour l'école. Donc ça, pour ça, je ne pourrais pas lui enlever. Elle était stricte quand fallait l'être, attentionnée quand fallait l'être, cool quand fallait l'être. Enfin, normal, quoi. Manuela est une femme aimante et dévouée pour sa famille, mais aussi pour tous ceux qui l'entourent. Ce qui m'impressionne toujours avec elle, c'est la force qu'elle a pour trouver l'énergie de faire rire, de vouloir rendre le groupe dans lequel elle se trouve joyeux. Une enfance heureuse donc, une vie normale d'une certaine manière, une vie pourtant semée de tragédies. Manuela Cano, une femme complexe, intense surtout. Une intensité qui atteint son paroxysme dans ses relations amoureuses. L'amour est au cœur de son destin. Pourtant, Manuela était au départ une jeune fille plutôt timide. Je me sentais très moche. J'avais 15 ans et demi. Certaines filles avaient déjà eu des petits copains. Moi, ce n'était même pas envisageable. Mais la jeune fille peu sûre d'elle devient une femme séduisante et charismatique. Elle fait partie des femmes qui, quand elle sourit, on la remarque. Oui, elle avait un succès certain, oui. Il y a beaucoup qui tournaient autour. Hein. Même à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens que je connais qui auraient aimé être avec ma sœur. Alors,
Qui sont ces hommes qui sont tombés sous le charme de Manuela? Il y a d'abord eu un homme qui souhaite garder l'anonymat. Nous l'appellerons Franck. Manuela rencontre Franck à 16 ans. C'est un véritable coup de foudre. Avec mes sœurs, on regardait les autotamponneuses. Et ce jour-là a commencé un vrai bonheur pour mon cœur. Un grand et très beau jeune homme est venu m'inviter à m'asseoir avec lui dans les manèges. Il conduisait la voiture et il a passé délicatement son autre bras sur mes épaules. J'ai vraiment cru que j'étais dans un rêve. Mon cœur s'est emballé. En 1978, ils se marient. Manuela a 17 ans. 3 ans plus tard, en 1981, ils ont une fille, Virginie. Ce bonheur naissant est troublé par un étrange événement. En décembre 1983, Franck est hospitalisé d'urgence. Il reste 3 mois dans le coma, dans des circonstances troublantes. Mon mari a eu des soucis de santé. Il est hospitalisé et son état se dégrade. On ne sait pas vraiment ce qu'il a eu, mais ce que je sais, c'est que son œsophage a été abîmé par une infection, un microbe, une maladie. On n'a jamais vraiment su. Le couple se sépare peu après. Depuis la mort de Daniel Cano, la rumeur accuse Manuela d'avoir tenté de l'empoisonner. Pourtant, Franck n'a pas porté plainte. Il n'y a pas eu d'enquête et ses proches refusent toujours de témoigner. Toutes les personnes qui me connaissent moi et qui ont été autour de ma famille ont vu mon père, ma mère ensemble, avec Daniel, avec ma belle-mère, à mes concerts, à mes anniversaires, à d'autres moments de la vie. Si Franck pensait que Manuela a tenté de le tuer, pourquoi n'a-t-il pas porté plainte à l'époque? Et pourquoi est-il resté en contact amical avec elle? Depuis la mort de Daniel, Manuela se retrouve au centre de la rumeur. On dit qu'elle aurait tenté d'empoisonner Franck. Il n'y a pourtant rien contre elle. Franck, lui, se tait. Et son silence alimente la rumeur. Alors, le début d'un engrenage ou celui d'un destin tragique? Peu après, en 1984, Manuela rencontre Michel Garcia, un bijoutier de 30 ans son aîné. Elle a 25 ans, lui 55. Le 11 octobre 1984, Michel est retrouvé évanoui dans sa boutique par une voisine. Hospitalisé, il se réveille après 24 heures de coma. Il a été drogué. De retour chez lui, il s'aperçoit qu'un chèque lui a été volé. Un chèque qu'il a fait à Manuela. Il porte donc immédiatement plainte contre elle pour vol et tentative d'homicide. Au cours de l'instruction, un autre visage de Manuela apparaît. Un visage sombre, bien loin de l'image de la jeune femme rayonnante. En lisant l'arrêté correctionnel rendu à l'époque, voici ce qu'on apprend. Manuela entretenait avec 2 quinquagénaires, dont Michel Garcia, des relations sexuelles tarifées. Elle monte une escroquerie. Elle vend un lingot d'or fictif à Michel Garcia pour la somme de 80 000 francs, soit 12 000 €. Elle le drogue et s'enfuit avec le chèque. Manuela avoue. Mais elle nie la tentative d'homicide. Et elle ment sur la drogue. Elle affirme avoir utilisé du Temesta. Les analyses prouvent qu'il s'agit de morphine. La justice ne retient pas la tentative d'homicide. Manuela a plaidé un acte désespéré pour survivre et subvenir aux besoins de sa fille. Le 10 octobre 1985, Manuela est condamnée pour vol avec violence. J'ai fait d'énormes bêtises que je regrette le plus profondément possible, mais j'ai payé ma dette. Je vis avec cette honte et j'aimerais qu'on me laisse tranquille au sujet du bijoutier. Manuela a eu des relations tarifées. Elle a volé un homme. Elle l'a drogué. Il aurait pu mourir. Est-ce que cela fait d'elle une meurtrière? La véritable tragédie commence avec François Collazo. Il était très galant. Voilà un homme comme il n'en existe plus, me suis-je dit en ce temps-là. Mais que la vie apporte des surprises. Et avec François Collazo,
Mais 4 ou 5 ans passés avec lui n'ont été que mensonges et tricheries de sa part. Il était marié, il avait d'autres femmes et 4 enfants cachés. En tout cas, François aurait été fou d'amour et de jalousie pour Manuela. Une fois, mon père m'a ramené et il était jaloux et il a accueilli mon père avec une carabine. J'ai que des mauvais souvenirs. Je me rappelle quand j'étais là-bas, je dormais la tête cachée sous les couvertures parce que j'avais peur. Et François Collazo me faisait peur. Maria Collazo, sa fille, nous raconte cette passion qui lui a enlevé son père. Moi, je dirais très épris, très amoureux, accro. C'est comme un drogué qui prend son shoot et qui voit que ça, qui pense qu'à ça, qui veut que ça, qui fait tout pour ça. On ne peut pas s'en défaire, on ne peut pas s'en séparer comme ça. Après, d'où est venue sa peur par la suite, je ne sais pas. Ça s'entendait de toute façon au bout du fil qu'il avait peur. Il n'avait même pas le temps de dire pourquoi. Quelques heures après, ça retéléphonait ou quelques minutes après, et ça raccrochait comme s'il était sur écoute ou que quelqu'un arrivait ou qu'il y avait quelqu'un qui le menaçait. On ne sait pas. De quoi François Collazo aurait-il peur? Et pourquoi un homme fort, violent, resterait-il avec une femme s'il a peur? Dans la nuit du 28 au 29 avril 1989, il meurt asphyxié dans sa voiture. Il me manque du lait. Je vais au garage pour en chercher. Arrive le moment où mon cœur a commencé à se détruire. La voiture est en marche. Ça sent énormément les gaz d'échappement. Et François Collazo est dedans. Je crie, je pleure, je le secoue et je vois qu'il est tout raide. Les gendarmes concluent à un suicide. Un suicide par amour? Pourtant, Maria n'y croit pas. Mon père était un très bon vivant et pas du tout un suicidaire. Et nous sommes allés à Villarbonneau, à la gendarmerie, où ma mère avait demandé justement à voir s'il n'y avait pas moyen de faire une autopsie. Ils ont dit non, que ma mère n'était pas mariée avec mon père. Et moi, étant donné que je n'avais pas 18 ans et que je n'étais pas émancipée, je n'ai pas pu demander en tant que fille. Les gendarmes ont fait leur travail. Ils m'ont posé des questions. Je leur ai dit tout ce qu'ils devaient savoir. Ce n'est pas moi qui suis en cause. Je n'y suis pour rien. Aujourd'hui, ce décès poursuit Manuela, car la mort de Daniel Cano fait surgir des questions. Maria, elle, s'est toujours interrogée. Dès que je reparle de ça, ça se voit qu'il y a toujours un truc qui me restera en travers la gorge. Pourquoi? Moi, j'ai jamais eu la réponse. Peut-être qu'un jour, je l'aurai. J'aimerais bien. Peut-être que ça me fera guérir, au bout de 20 ans, de savoir un peu la vérité. Manuela a 29 ans. Elle est veuve pour la première fois. Malgré ce drame, elle décide de rester à Brignoud, où elle est monitrice d'auto-école. Un métier qu'elle adore. C'est là qu'elle rencontre Bruno Del Debbio. C'est la première fois que Bruno accepte de parler de Manuela, de la femme qu'elle était avec lui dans l'intimité. Il n'a même pas été entendu par les enquêteurs chargés de l'affaire Cano. Moi, j'allais passer mon permis moto. Après ma séance d'auto-école, je suis allé la voir. Et donc, elle me dit, est-ce que tu veux qu'on aille boire un verre ensemble? Je lui dis oui. Donc, on est parti directement boire un verre ensemble. Donc, elle m'a emmené chez elle. Et chez elle, donc, on a bu un verre. Et puis après, bon, j'ai directement couché avec elle, quoi. Directement. Et j'ai dû rester 3-4 mois avec elle. En fait, c'était de l'amour sauvage, quoi. C'était vraiment un machin de fou, quoi. Un machin délirant, quoi. Quand on allait faire l'amour dans sa chambre, elle met toujours des bougies et puis de l'encens. Mais elle sentait l'encens. Elle sentait déjà son parfum. Elle sentait l'encens. Elle sentait une drôle d'odeur, quoi. Elle sentait le soufre. Voilà, pas l'encens, elle sentait le soufre. C'est une qui sentait le soufre, quoi. Et puis elle était vraiment dominatrice. Hein. Elle savait ce qu'elle voulait. Hein. C'est pas attention. Hein. Il fallait se mettre comme ça. Il fallait pas se mettre comme ça. Il fallait faire ci, il fallait faire ça. Il fallait t'attacher là. Il fallait te faire ci, il fallait faire ça. Elle était bizarre, quoi. Je la voyais. Non, mais tu vas rigoler, c'est peut-être pas marrant. Mais moi, j'ai vu assis sur une commode, quoi. Et puis, tu dormais, puis elle te regardait dormir, quoi. C'était un peu bizarre, quoi. Je regardais, je fais, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, j'arrive pas à dormir, je te regarde dormir, t'es beau, machin, tout, tu me plais. Ouais, et puis, bon. Moi, ça m'a fait un peu peur, quoi. C'est pour ça que j'ai dit, putain, mais elle craint.
Dans sa lettre, Manuela évoque brièvement Bruno. Il était charmeur mais très menteur. Notre idylle s'est terminée aussi vite qu'elle a commencé. Cet homme m'a présenté son beau-frère, Thierry le Chevalier. J'avais besoin d'un peu de tendresse et j'ai eu une relation non amoureuse avec Thierry le Chevalier. Thierry le Chevalier tombe à son tour sous le charme de Manuela. À l'époque, Thierry vient de divorcer. Il est resté en très bons termes avec son ex-femme, Chantal, la sœur de Bruno Del Debbio. Il va souvent chez elle, s'occupe beaucoup de leurs 2 jeunes enfants. Malgré les interventions, fondées ou non, de Bruno et de Chantal, Thierry s'installe rapidement chez Manuela. Il m'avait dit oui, je tombais amoureux d'Emanuela. Moi, je lui ai dit, fais gaffe, Thierry, ça craint. Et puis rigoler, je me rappelle avec son sourire. Il avait fait comme ça. J'en ai parlé avec Thierry, je lui ai dit, il me dit ouais, il me dit ouais, moi aussi. On dit plein de choses, effectivement, sur elle. Et en riant, je lui ai dit, ben méfie-toi. Il me dit ouais, non, mais t'inquiète pas, voilà ce qu'il me disait. Chaque fois, il me disait, t'inquiète pas. Mais très vite, Thierry aurait changé de discours. Il commençait à me dire, ouais, je la sens pas, elle me fait peur, voilà. Et la première fois où il m'a dit ça, je me rappelle, on était dans la cuisine, et je lui ai dit, non, mais pas, je lui ai dit, Thierry, pas à ce point-là. Et je sais pas pourquoi, je lui ai dit, mais elle va quand même pas te tuer. Et il me fait, on sait jamais. Je lui ai dit, comment, Thierry? Je lui ai dit, non, mais attends, je lui ai dit, puis je sais pas, j'y ai pris un peu à la rigolade parce que je lui ai dit non, mais. Et puis je lui ai dit non, mais t'inquiète pas, je lui ai dit Thierry, s'il t'arrive quoi que ce soit, je vais chercher. Parce que je dis, avec ce que je sais, le peu que je sais, je chercherai, ça se passera pas comme ça. Et il m'a répondu, je sais, tu es perspicace, tu trouveras. Mais pourquoi un homme intelligent, entouré, ne serait-il pas parti s'il avait peur? Et de quoi aurait-il peur? Le 6 avril 1991, Thierry le Chevalier est retrouvé mort dans un cagibi chez Manuela. Selon elle, il se serait suicidé par amour. J'ai rencontré Daniel Cano et on est tombés fous amoureux. Je ne pouvais pas avoir de tierce personne chez moi. J'ai posé un ultimatum à Thierry. Je partais passer le week-end avec Daniel et je lui ai dit que s'il était encore là, j'appellerais la gendarmerie. Le week-end ne s'est pas terminé, que ma vie a basculé. Thierry le Chevalier vient de se suicider chez moi. Il a voulu en finir parce qu'il n'a, je crois, pas supporté que je lui demande de partir de chez moi. Tu sais, elle nous a montré le KGB où il s'est suicidé, quoi. T'avais 5-6 bouteilles d'alcool, t'avais une petite bougie, t'avais un bouquin qui était cramé. Le KGB était tout noir, quoi, c'était tout cramé, quoi. Voilà. Parce que lui, il n'a pas été brûlé, lui, il est mort par la fumée du bouquin, du KGB, le KGB qui a cramé, quoi. Je suis tombée dans les bras de Christian, je lui ai dit, mais Christian, c'est pas possible. Je lui ai dit, c'est pas possible. C'est pas Thierry, c'est pas suicidé. Le plus cher au monde, il avait ses enfants. Il adorait ses enfants. Les gendarmes ouvrent une enquête. Très vite, ils écartent la thèse du suicide. Une autopsie avait été faite et effectivement une prise de médicaments a été constatée. Certains éléments de l'enquête montraient que c'était une intervention extérieure qui avait provoqué le décès brutal de monsieur le Chevalier. L'instruction démarre. Les soupçons se portent sur Manuela et Daniel Cano. Il m'avait dit, ben tiens, je sors avec Manuela. Et quelques temps après, il me dit, oh là là, cette embrouille. Il y a l'ex-copain à Manuela, mais peu de temps après, qui s'est suicidé. Et les flics, ils n'arrêtent pas de nous cuisiner. Comme si c'était nous. Mais pourquoi Manuela a-t-elle été soupçonnée d'avoir tué Thierry? Pour de l'argent? Le jour de sa mort, Thierry avait fait un prêt de 25 000 francs, 4 000 € à la banque. Il aurait emprunté cet argent pour que Manuela puisse monter son auto-école à Brignoud, son rêve de jeune fille. Aurait-elle pu tuer un homme simplement pour annuler une dette de 4 000 €?
Manuela est mise en examen et placée en détention provisoire pour empoisonnement et assassinat. 15 jours plus tard, elle est relâchée. Manuela et Daniel ont un alibi. Des témoins les ont vus faire leurs courses. L'instruction se conclut par un non-lieu. Malgré le non-lieu, la mort de Daniel Cano relance la rumeur contre Manuela. Chantal s'interroge à nouveau. Je veux la vérité pour mes enfants. Ça, c'est... après le reste... moi, je veux seulement la vérité. Et je veux que la justice aille se poser les bonnes questions, c'est ça. Aujourd'hui, Manuela est au centre de la rumeur. En effet, la mort de Daniel Cano fait ressurgir des questions sur son passé. Mais ce passé a-t-il lieu de comparaître dans cette nouvelle affaire? Moi, je dis qu'on ne doit pas démontrer la culpabilité de Mme Cano par un passé très loin qui a fait l'objet soit de décisions déjà judiciaires, soit pour lesquelles il n'y a pas eu d'enquête. Et là, on ressort ces éléments pour faire dire quoi aux jurés éventuels qui seraient saisis de ce dossier? Vous n'avez pas de preuves sur ce dossier? On s'en fiche. Regardez, il y a un passé pour lequel elle n'a pas été condamnée. Mais on s'en fiche. Il est suffisamment trouble, on peut se poser des questions, donc aujourd'hui, ces questions-là, vous allez les transformer en réponse de culpabilité. Je trouve que c'est scandaleux de faire ça. Donc il y a des éléments pour lesquels Mme González a été jugée et condamnée, c'est notamment le cas de M. Garcia. Donc là, ça constitue un précédent et un élément qui peut être tout à fait évoqué dans son passé judiciaire. Pour les autres faits, c'est-à-dire M. Collazo et M. Le Chevalier, ce sont des faits qui, là, ne peuvent être évoqués au titre d'un passé judiciaire, mais qui peuvent être évidemment évoqués au titre d'une personnalité et qui s'est construite autour quand même de drames qui se sont succédés de façon quand même tout à fait troublante. François Collazo, Thierry Le Chevalier et Daniel Cano connaissaient le passé tragique de Manuela, semé d'une accumulation de drames. Pourtant, ils sont tombés fous amoureux d'elle. Oui, d'après moi, elle les a envoûtés par le sexe, quoi. Ça, c'est sûr, certain. Les mecs qui l'ont connue, ils ont dû se régaler avec. Si c'est pareil que moi, ils ont dû se régaler. C'est pour ça qu'ils sont, moi, je dis, c'est pour ça qu'ils sont restés. Je crois que tout ce qui est excessif a de quoi fasciner et retenir un homme. Parce que finalement, la sexualité, c'est toujours un point de dépassement et un point de non-retour. Et je pense que quelqu'un qui se pose comme ayant les moyens de tout prendre, comme ayant des outils, comme ayant des trucs, comme ayant quelque chose qui va vous permettre de flirter avec ce moment où on ne s'appartient plus, ce moment où on est dans le risque, ben oui, je suis sûr que ça attire. Une sexualité serait d'autant plus fascinante qu'elle n'est pas affichée. Manuela n'est pas une séductrice. Elle avait deux faces, en fait, parce que tu la voyais, moi je la voyais la journée à l'auto-école. C'était vraiment la femme froide, je te dis, froide, vraiment la sainte nitouche, quoi. C'est une femme, je sais pas, moi, vraiment, t'aurais dit, putain, mais c'est pas possible, c'est une nonne, c'est une religieuse, c'est pas possible. Tu te disais vraiment sérieuse dans son boulot, pas un sourire, rien. C'est pas moi, je te dis, si elle serait pas venue me chercher, c'est pas moi qui aurais eu. Je serais allé vers elle, quoi. C'est pas une fille qui déconne dans son boulot et tout. Putain, oh, quand tu la connais, après, tu te dis, après, tu la vois le soir, tu te dis, c'est pas possible. C'est pas la même personne. Tu te dis, c'est pas possible. Manuela serait le rêve de tout homme, la maman et la putain. L'épouse et la maîtresse idéale. La femme dévouée et la voleuse. La dure à cuire et la sensible. Manuela est toutes les femmes. Manuela est un mystère. Daniel Cano était le grand amour de Manuela. Pendant 18 ans, ils sont heureux et très appréciés de tous. Le passé de Manuela semble bien loin. Ils se sont trouvés au bord du chemin.
Et nous sommes partis pour quelques années de bonheur. On vit ensemble, on construit, on se marie, on fait des projets. On est heureux, enfin. Mais le bonheur, je n'y ai pas droit. C'est écrit je ne sais pas où, que je dois être malheureuse pour une durée indéterminée. Le 31 octobre 2008, Daniel est retrouvé assassiné. Notre enquête montre qu'il était un homme aussi complexe que Manuela. C'est un homme qui avait le cœur sur la main quand il aimait les personnes. Il pouvait tout donner et il pouvait tout reprendre aussi. Daniel est quelqu'un qui est tout en muscles et rugbyman et chaudronnier. Et à côté de ça, il a la passion pour les serins où si on serre trop fort, on leur enlève la tête. Un gars qui, on peut pas dire qu'il s'emportait facilement, mais fallait pas l'emmerder, hein, pour employer les termes. Daniel et Manuela, la rencontre de deux âmes sœurs. Un couple passionnément amoureux pendant 18 ans. Ils avaient toujours des petits gestes. Maman, elle se levait tous les matins pour lui faire à manger. Puis ils avaient des petits noms. Daniel, il appelait maman Chocho. Maman, elle appelait Daniel Guapo, ça veut dire beauté en espagnol. Ils avaient l'air d'un jeune couple heureux de vivre. Non, ça avait l'air de baigner dans l'huile. Ils ne sortaient jamais l'un sans l'autre et bon, ils s'aimaient, hein, on voyait qu'ils s'aimaient. Daniel tenait beaucoup à ma mère et il était jaloux et possessif, même avec mon père qui faisait que de me ramener le dimanche soir et qui restait 1 minute et demie ou 5 pour boire un café. Mais voilà, Daniel, quand il s'énervait, après, il n'y avait pas de demi-mesure. Il pouvait dire à ma mère, va le retrouver, ton ex-mari. Bon, c'était dit n'importe quoi. Mais est-ce que c'est pas ça qu'on appelle la passion? Si, je pense que ça doit être ça, la passion, parce que c'est la démesure, dans tous les sens. Consentez-vous à prendre pour époux M. Cano Daniel André? Oui. Quand maman et Daniel s'engueulaient, c'était assez violent. Enfin, assez violent du côté de Daniel, parce que maman, je pense qu'à ce moment-là, elle se renfermait dans une bulle et elle le laissait dire pendant un moment. C'était un des défauts de Daniel, c'est qu'il ne sait pas s'arrêter et qu'il ne sait pas se tempérer. C'est-à-dire que ça partait en insultes assez rapidement, en grosses insultes. Ça va être assez vulgaire, salope, va te faire enculer. Et voilà, c'était Daniel. Donc à partir de ce moment-là, après maman, elle partait parce qu'elle n'en pouvait plus, quoi. Le fait de revenir après toutes ces engueulades et toutes ces insultes à chaque fois, je pense que il fallait quand même que ma mère tienne sacrément à Daniel pour revenir à la maison, parce que moi ça l'aurait pas fait. C'était un couple passionnel. Un couple qui aurait trouvé son équilibre dans la démesure. Un sacré château, ça, hein. C'est un joueur de poker, hein. Il aime bien mener le jeu quand même. Ça, c'est tous les joueurs sont comme ça. Ils aiment bien mener la danse. Donc, mais un jour, on tombe sur son maître qui lui aussi peut mener la danse. Daniel et Manuela étaient dans un jeu de domination de maître à maître. Daniel pensait-il mener le jeu? Est-ce pour cette raison qu'il ne craignait pas le passé de sa femme, alors qu'il était parfaitement au courant? Je lui ai dit, oh mais t'as pas peur? Il y en a quand même 2 qui sont décédés, t'as pas peur de faire le 3e? Et il avait pris ça à la rigolade. Pourtant, le 29 septembre 2008, un mois avant sa mort, Daniel a failli périr dans un incendie.
Un beau matin, Manuela m'appelle à 5h du matin en me disant viens vite à la maison, il y a eu le feu, papa est parti avec les pompiers, enfin viens vite. Donc j'arrive à la maison, il y avait un électricien, un voisin, Manuela et le chien et moi forcément. Et toute la chambre était toute calcinée, il y avait eu du feu dans toute la chambre. Enfin, voilà, il y avait les meubles étaient dehors, tout brûlé, enfin tout. Daniel avait un peu des brûlures aux pieds. On lui a demandé qu'est-ce qui s'était passé. Il nous a dit « Putain de chien de merde, il a failli me faire cramer ». Il nous a raconté que pour le décès de sa mère, il allumait une bougie. Et ce soir-là, le chien était dans la chambre et il a fait tomber la bougie, peut-être avec la queue ou en bougeant. Et il a mis le feu dans la chambre. Et j'ai entendu une mini-dispute entre mon père et ma belle-mère où mon père lui disait très bien, écoute, prends-moi pas pour un con, je sais pertinemment qu'il n'y a jamais eu de bougie dans cette chambre. Alors que s'est-il réellement passé? Le chien a-t-il fait tomber la bougie ou est-ce un incendie criminel? Et si Daniel pensait que Manuela était à l'origine de cet incendie, pourquoi est-il resté? Je sais pas. Pourquoi il est resté, je sais pas. Aujourd'hui, cet incendie est considéré comme une tentative d'homicide et Manuela est mise en examen pour ce chef d'inculpation. Daniel et Manuela étaient deux passionnés. Ils s'aimaient passionnément. Daniel et Manuela avaient une autre passion commune, celle du jeu. Je sais qu'ils aimaient beaucoup le casino, tous les deux. Lui, je pense qu'il joue au poker, des choses comme ça. Donc je sais qu'ils y allaient assez souvent. C'est vraiment une maladie. Hein. Apparemment, c'est une maladie commune. Hein. Tous les deux étaient un peu pris avec ce problème. L'amour-passion et l'argent, un cocktail détonnant. Des sensations étonnamment proches. L'adrénaline, le goût du risque, le frisson du danger. Mais l'addiction au casino coûte cher. Les pulsions de vol de Manuela ont refait surface. Des pulsions que Daniel partage. À Villers-Bonneau, Daniel aurait fait du trafic d'inox, de poissons et d'oiseaux exotiques. Avec son accord, Manuela, elle, faisait du trafic de permis de conduire dans son auto-école. Qui était au courant? Ouh là là. Moi j'étais au courant, Daniel était au courant, Nicolas était au courant, Tatan Paqui était au courant. Les autres personnes, je sais pas, il y a beaucoup de personnes qui étaient au courant, même des amis. Mais en 2005, le trafic est découvert, l'auto-école est fermée. Manuela est interdite d'exercer et est condamnée à une amende de 50 000 €. Les revenus du couple diminuent. Alors, comment maintenir le même train de vie? Comment financer le casino? Et comment rembourser les dettes de jeu? Des dettes de jeu qui seraient celles de Manuela. Madame Gonzalez déclare que ce sont les dettes de jeu du couple. Les éléments du dossier montrent que ce sont bien des dettes de jeu de Madame Gonzalez. La course au crédit commence. Manuela fait des emprunts en usant de l'identité de Virginie, mais avec son accord. De son côté, Daniel aurait repoussé la date de sa retraite. Le couple se serre les coudes. Jusqu'au jour où, selon Nicolas Cano, un prêt hypothécaire aurait été pris sans l'accord de son père. Mon père me passe un coup de fil un matin en me disant la société de crédit m'a appelé pour un crédit, donc il n'était pas au courant. Hein. Ça a été un électrochoc dans le couple, ça c'est une certitude. Quand vous apprenez, quand vous faites un crédit de 165 000 € avec hypothèque de la maison et que vous l'avez construite vous-même, et que vous avez donné tout ce que vous avez pu pour faire une maison et que vous apprenez qu'elle est hypothéquée, enfin, je me mets à la place de mon père, il était très énervé, ça je le comprends totalement. Le principe de l'hypothèque, c'est qu'elle résulte d'un acte notarié. D'un acte notarié. Donc il y a un notaire qui a, devant Madame Cano et Monsieur Cano, conclu l'hypothèque.
Eh bien aujourd'hui, on soutient que Monsieur Cano n'était pas là. Donc il y aurait... Ça, c'est un scoop, hein. Il faut que le notaire, très embarrassé, vienne soutenir que peut-être que ce n'était pas la personne qui était censée être devant moi. Mais vous vous rendez compte? Il connaît M. Cano. Daniel était au courant. De toute façon, un prêt, ça se fait à deux. Mais il pensait que c'était sur l'appartement de Grenoble. Et non sur la maison. Maintenant, après, s'il n'a pas lu les papiers... Mais bon, c'est du Daniel. Alors qu'en est-il? Pour les enquêteurs, l'argent serait un mobile possible. Le prêt hypothécaire annulerait les dettes du couple. C'est un rachat de crédit, de toute façon, tout à fait classique. C'est-à-dire qu'il y avait une multitude de petits crédits à la consommation qui ajoutaient, le montant individuel de chacun n'était pas très important, mais ajouter les uns auprès des autres, a fait une somme à peu près de 163 000 €. Donc ça a permis à Mme Gonzalez de rembourser l'intégralité des petits crédits grâce à ce gros prêt. Et c'est ce prêt qui se trouve, finalement, avoir été remboursé par l'assurance au moment du décès de M. Cano. Ce qui est dit, c'est qu'il est animé par la concupiscence vénale, par l'argent. Et il est où? Et il est où l'argent? Le premier élément qui vient contredire la thèse de l'opportunisme vénal de Mme Cano, c'est précisément que c'est pas une pauvre, mais ce qu'elle gagnait, c'était grâce à M. Cano. C'est-à-dire le fait qu'il soit décédé, si on raisonne comme ça, elle est plus dans la difficulté avec son mari mort que vivant. Pour la presse et la rumeur, Manuela Cano est devenue un personnage. Une veuve noire, une menthe religieuse, vénale, une caricature. Pourtant, tout au long de notre enquête, nous avons mis à jour d'autres facettes. Une femme à la psychologie autrement plus complexe, beaucoup plus humain que le monstre froid et manipulateur décrit par cette rumeur. Beaucoup de personnes ne connaissent qu'un côté de ma mère. C'est la personne souriante, c'est la personne toujours de bonne humeur, sans exception, toujours dynamique, à 300 à l'heure. Ils ne connaissent pas son autre côté, le côté de femme qui pleure devant la petite maison dans la prairie, ou qui pleure quand ma grand-mère ne va pas bien, qui a pleuré pour son mari. Elle s'est formée une carapace, mais elle était très sensible, oui. Ouais. Mais elle ne voulait pas toujours parler. C'est vrai que ses problèmes, c'était ses problèmes et pas les problèmes des autres. Et elle ne voulait affecter personne. Alors c'est pour ça qu'elle gardait beaucoup de choses en elle et elle n'en parlait pas. Manuela garde pour elle de nombreuses blessures, dont certaines très mystérieuses. Ainsi, en janvier 2007, elle est retrouvée inconsciente en bas de ses escaliers. Elle est hospitalisée d'urgence. Elle a perdu la mémoire. Les médecins ont parlé d'un choc émotionnel. Amnésique sur les choses du cœur, sur les choses qui la touchent. Donc, se souvenait plus de qui était Daniel, de qui était moi. Enfin, elle se souvenait plus des personnes importantes pour elle. Et il a fallu un certain temps pour que tout revienne. Et après ça, maman a fait une dépression. Quel serait ce choc émotionnel? Était-elle seule ce jour-là? Les réponses sont enfouies dans l'esprit de Manuela. Sous une apparence forte et joviale, elle est une femme fragile et secrète. Une part secrète qui s'exprimerait la nuit. Manuela est une grande insomniaque. Non, elle dormait jamais. C'était rare quand elle dormait, jamais. C'est pas comme un couple normal, en fait. Quand tu te réveilles avec ta femme à côté de toi, dans le lit et tout, non, elle était jamais dans le lit. Jamais. Elle était toujours en train de te regarder, dormir. Elle te regardait dormir. Elle dormait jamais. On ne dort pas beaucoup, ni l'une ni l'autre. C'est vrai qu'on passait des nuits à discuter et
3-4 heures dans la nuit, nous, ça nous suffit. Là, ce matin, je me suis levée à 3 heures du matin. Pourtant, je me suis couchée à minuit et demi. J'arrivais pas à dormir. Et Manuela était comme moi. Dans les deux visages, ou plus, que Manuela Cano nous montre, il y a aussi le jour et la nuit. Et la nuit, on sait qu'elle ne peut pas se permettre de dormir. Soit elle se réveille trop tôt, soit elle se couche trop tard, mais dans tous les cas, elle lutte contre le sommeil de la nuit. Elle occupe la nuit avec quelque chose. Qu'est-ce que ça cache? Alors qu'on sait qu'elle est aussi anxieuse et déprimée lorsqu'elle n'est pas dans les relations publiques, souriante, aimable, où elle fait bon visage. Et je pense que là, il y a quelque chose qui relève de son secret d'éprouver de l'enfance. Quels sont les souvenirs qu'elle fuit dans l'insomnie? Quel est le rêve dont elle se méfie? Quel est le cauchemar qui risque de revenir quand elle dort? Ce cauchemar, Manuela en aurait seulement parlé à Francisca. Elle nous en dit quelques mots sans nous le livrer. Je préfère pas en parler. C'est une histoire qui reste dans ma tête et elle sortira jamais. Mais ça reste entre nous. Ça ne sortira jamais, ça. Non, ça va faire trop de mal autour de nous et mes parents ne méritent pas ça. Alors je ne veux pas en parler. Je suis désolée. Ça ne sortira pas. Y aurait-il un secret? Une douleur cachée? Une peine? Un traumatisme? Une tragédie initiale? Manuela, le destin tragique d'une femme meurtrie. Innocente ou coupable, de toute façon, Manuela nous donne à voir un mécanisme de fonctionnement qui est un mécanisme de défense répétitif et dont on postule obligatoirement qu'il répond à un traumatisme initial. Quelle que soit son intensité et sa nature, il est là. Mercredi 2 janvier 2011. Manuela Cano est en détention provisoire depuis 9 mois. Ce matin, Virginie et Francisca vont lui rendre visite à la maison d'arrêt de Valence. Malgré toutes les rumeurs, mais aussi toutes les zones d'ombre révélées depuis le début de l'instruction, toutes deux continuent à croire fermement à l'innocence de Manuela. Quand je suis rentrée de Lorraine et que je suis allée retrouver maman, la première chose que je lui ai demandé, c'est si c'était vrai. Parce que moi, ils m'ont clairement fait comprendre que c'était elle qui avait tué mon beau-père. Donc elle m'a répondu. Elle m'a répondu que non, qu'elle me le jurait, que je pouvais lui croire. Parce que je lui ai dit qu'elle pouvait très bien tout me dire, qu'elle savait très bien que ça ne changerait pas rien à mon amour pour elle, ce qui est vrai. Et elle m'a réitéré sa réponse. Francisca, elle, ne pourra pas voir Manuela aujourd'hui. La juge d'instruction en charge de l'affaire lui interdit le droit de parloir. Parce que je suis trop proche d'elle. On se voyait assez souvent, alors voilà, ils ont peur que je sache quelque chose et que je ne veuille pas le dire. Mais en fait, je sais que ma soeur n'a rien fait du tout. Et ça me fait beaucoup de peine que je ne puisse pas aller la voir. Virginie et Francisca rejoignent Josefa, une autre sœur de Manuela, et Joël, son mari. Virginie, t'as l'air tracassée. Toujours quand je viens à Valence. Elle est toujours un peu malade quand elle vient. Ouais, je suis toujours mal un au peu malade. ventre, toujours pas bien, quoi. Alors, monsieur, dame, bonjour. Nom de famille, Gonzalez. Alors, comment elle va? Ça va, tu fais des gros bisous. Elle tient le coup?
Ouais, c'est bon. Jusqu'au 28 au moins. Ouais, c'est vrai. Dans sa lettre, Manuela tient le même discours qu'à ses proches. Elle clame son innocence. J'aimais mon mari, Cano Daniel. 18 ans ont passé et mon mari s'est envolé. Et moi, ils veulent m'incriminer. Dois-je encore faire confiance? À qui? J'ai ma fille, Virginie, ma famille et quelques amis. Et pour eux, je me bats encore, mais tout cela m'est insupportable et injuste. Cette incarcération est ignoble. Ai-je droit au bonheur? Alors, qui a tué Daniel Cano? Manuela serait-elle innocente ou coupable? Une meurtrière ou une femme maudite? Une femme qui tue ses compagnons ou une femme rattrapée par son passé? Dépassée par ses pulsions ou victime de la rumeur? Nicolas et Virginie ont besoin de savoir. J'ai tout perdu, quoi. C'est clair, j'ai perdu ma maman en 2007, donc bon, c'était déjà énorme. Là, on me dit que voilà, j'ai perdu mon papa, donc voilà, j'ai perdu déjà les deux êtres les plus chers. La personne que j'estimais comme étant ma belle-mère, ben, en fait, voilà, je l'ai perdu. Ce qui me rend plus fort, c'est que je me dis que je suis en train de me battre et que j'espère à terme avoir la vérité et que mon père soit vengé et qu'il puisse enfin reposer en paix après ce combat que je mène depuis plus de 2 ans, quoi. J'ai perdu beaucoup de choses. J'ai perdu mon beau-père. J'ai perdu mon chien. J'ai perdu un frère, parce qu'on n'a plus de contact, alors qu'on a été élevés ensemble. Et j'ai perdu, pour l'instant, toute la relation que j'avais avec ma mère, parce que 1h30 de parloir par semaine, ça fait pas beaucoup. J'ai perdu ma tranquillité, ma sérénité, mon sommeil. Et le regard des gens aussi. Sur moi et sur maman surtout. Et j'ai perdu une vie normale. Enfin, entre guillemets, normale. J'ai besoin d'avoir la vérité, la vraie vérité, pour continuer à avancer. Et je pense que ce soit Nicolas ou les autres, ou ma famille, tout le monde, on veut tous la vérité parce que sinon on ne pourra pas avancer.